Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'Élysée, vous publiez Une vision du monde dans la collection bouquins. On va en parler dans quelques instants. D'abord, l'Ukraine. On est au pied d'une guerre au cœur de l'Europe. On ne sait pas si ce sommet, demandé par Emmanuel Macron, pourra avoir lieu ou pas. Mais c'est Poutine qui a la main ? En tout cas, le président Macron a raison de tout faire pour concrétiser l'offre que Biden avait exprimée, mais qui n'a pas eu de suite, d'une rencontre n'importe quand, sans délai, avec Poutine. Alors pour le moment, c'est Poutine qui a la main, en fait, parce que c'est Poutine qui contrôle le suspense par rapport à ça. Mais moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il ne faut pas céder aux Russes, être dissuasif, très ferme, voire menaçant, oui. Et en même temps comme retrouver Macron, la logique qui avait conduit les grands dirigeants de la guerre froide, qui passaient leur temps à négocier avec une Union soviétique qui était beaucoup plus dangereuse que la Russie, beaucoup plus armée, qui assassinait plus de gens, mais quand même on négociait. Et ce n'était pas pris pour un signe de faiblesse. Donc les efforts du président Macron, du chancelier Scholz, de Biden aussi, je crois, pas tellement au public, parce qu'il faut qu'il calme une opinion surexcitée à Washington, mais dans les conversations, ça va dans le bon sens. Maintenant, tous ceux qui ont pensé, tous les dirigeants du monde ont pensé que Poutine faisait ça depuis le début pour provoquer et obtenir de redevenir l'interlocuteur clé des États-Unis. Oui, c'est réussi, là, visiblement. Non, mais pour le moment. Oui. Non, mais s'il obtient un grand sommet qui se mette à négocier et qu'il n'y a pas d'action militaire, oui, il aura réussi ça. Et il n'aura pas eu entièrement tort, parce que les Occidentaux ont eu tort, les Américains en tête, de considérer la Russie comme quantité négligeable après la fin de l'URSS. Mais ça concerne plutôt les 2 premiers mandats de Poutine. Je reconnais que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pas possible de tenter de reparler avec lui, de renégocier, si on ne commence pas par une posture de fermeté très claire. Là vous trouvez que la fermeté est claire ? Oui, bien sûr. Véritablement ? Bien sûr. D'abord, tous les systèmes de dissuasion occidentaux sont dirigés contre la Russie. Personne ne l'a oublié. En tout cas, Poutine ne l'a pas oublié, ça. Deuxièmement, il y a des sanctions considérables contre la Russie depuis la Crimée. Engrenage qui aurait pu être évité si on avait été plus intelligent. Il y a énormément de menaces de sanctions en plus. Donc l'économie russe est quand même assez faible, elle n'est pas énorme. Ils ont redéveloppé l'armée, mais pas tellement l'économie. Donc je pense que l'Occident a finalement convergé en dehors des... Il y a une sorte de surexcitation particulière des Anglais, des Polonais, du Parti républicain, mais c'est que pour embêter Biden, et pas tellement des Ukrainiens, qui sont très déterminés, très courageux, en première ligne, mais qui n'en rajoutent pas. Oui. Donc ça peut encore aboutir à quelque chose de gérable. Oui, mais j'en sais pas plus. Oui, mais les Ukrainiens qui risquent de ne pas obtenir leur entrée dans l'OTAN, à terme. Est-ce qu'il faudra y renoncer ? Est-ce que vous êtes demandé pourquoi quelqu'un comme Brzezinski, conseiller de Carter, immense géopoliticien, comme Kissinger, polonais d'origine, archi-anti-russe, qui avait planté l'URSS en Afghanistan, a dit à la fin de sa vie que c'était une erreur de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Brzezinski, je ne parle pas des partis extrémistes en Europe pro-Poutine, un anti-Poutine, un anti-russe. C'était une erreur. Ce serait inacceptable, parce que c'est un pays divisé, parce qu'à la base de Sébastopol, etc. Et que donc il fallait un statut de neutralité, avec une double garantie, finlandisation, ce dont les Ukrainiens ne veulent pas aujourd'hui, mais ça aurait été intelligent il y a 15 ans. Même Kissinger, qui est un dur à cuire, c'est pas un pro-Poutine, hein. Lui-même, il a redit encore il y a 2 mois dans une visioconférence que c'était la solution. Donc il ne s'agit pas de renoncer à quoi ? Ces gens-là pensent que c'était une erreur d'annoncer sans arrêt l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, en plus sans le faire. Donc il y avait tous les inconvénients de la posture. Donc c'est pas déshonorant de défendre cette solution, sauf que c'est pas possible à chaud, bien sûr. Oui, ben ça veut dire qu'il faut que la fermeté est payée, que la désescalade ait commencé en vrai, avec l'arrêt des manœuvres, que la discussion se rouvre sur l'Ukraine, sur la sécurité en Europe. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra reparler du statut de l'Ukraine à long terme, à condition que ces systèmes de neutralité leur garantissent une vraie sécurité. Oui. Mais ça ne doit pas être tabou comme question. Mais en même temps... C'est pas le moment, c'est pas la situation d'aujourd'hui, mais ça ne doit pas être tabou. Oui, mais en même temps, que chacun puisse en sortir la tête haute. J'allais presque dire, Poutine ne peut pas reculer. Il faut inventer une porte de sortie. Sauf si, comme il est irréparable en attaquant, là on est dans un autre monde. Mais rappelez-vous la crise de Cuba, en 62. On était vraiment là au bord du gouffre, en vrai, il y a toujours d'exagération, mais pourquoi il y avait eu la crise de Cuba ? Parce que les Américains avaient mis des missiles nucléaires en Turquie, qui pouvaient toucher Moscou facilement. Donc Khrouchtchev a tenté les missiles nucléaires à Cuba. Kennedy a réagi, il a géré ça avec sang-froid, comme un joueur de poker, très bien. Khrouchtchev a reculé. Mais ce qu'on a appris après, c'est que Kennedy a alors promis à Khrouchtchev
donc le dirigeant de l'URSS de l'époque, de retirer les missiles nucléaires américains de Turquie. Et il l'a fait. Donc, même à cette époque, dans la guerre froide vraie, avec des menaces vraies, avec 2 blocs qui se menaçaient d'anéantissement tous les matins, donc bien pire qu'aujourd'hui, il y avait quand même eu l'intelligence de trouver une porte de sortie. Et les Occidentaux avaient même aidé Staline, vous vous rendez compte, à trouver une porte de sortie quand il avait échoué dans l'affaire du blocus de Berlin. Donc je ne vois pas pourquoi on serait moins intelligent que pendant la guerre froide. Oui. Et plus trouillard par rapport à la Russie ayant confiance en nous, dans notre capacité de dissuasion, de fermeté et de dialogue. C'est pour ça que tout ce qui est tenté est très très bien. Oui. C'est très Vous bien. Alors, dites mais que ce qui était tenté par Emmanuel Macron, très bien. Oui, Vous mais dites... Macron, Scholz, Biden. Oui. Oui, c'est bien. Macron fait ce qu'il faut, fait le job. Vous imaginez qu'il n'ait pas fait ça? Qu'est-ce qu'on dirait? Bien sûr qu'il a raison. Mais je ne sais pas si ça va marcher, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du calcul que fait Poutine. Est-ce que Poutine pense encore qu'il peut retenter quelque chose avec l'Occident, ou est-ce qu'il a complètement tourné la page parce qu'il a poussé le nationalisme russe trop loin avec l'Église orthodoxe? Est-ce qu'il s'est résigné à dépendre de plus en plus de la Chine? À mon avis, ça doit l'épouvanter. Enfin, il estime peut-être qu'il n'a plus le choix, donc on ne sait pas ça. On ne sait pas. Donc on verra. Mais tout ce qui a été tenté jusqu'à maintenant, quoi qu'il arrive, aurait été bien. Oui. Oui. Vous diriez... C'est mon point de vue. Oui. Non, mais le point de vue d'un ancien ministre des Affaires étrangères. Je ne suis pas aux commandes, je n'ai pas toutes les infos, mais c'est ce que mon expérience me conduit à penser. Voilà. Oui. Et Emmanuel Macron retarde son annonce de candidature à la présidentielle à cause de... Oui, non, c'est aucun rapport. Si, ça rapporte. Non, François Mitterrand ne peut pas faire les deux. Non, François on ne peut pas être candidat et président en même temps quand on a une affaire comme ça à gérer. Mais je ne crois pas que ce soit l'explication. François Mitterrand, c'est d'abord, il décide quand il veut, il n'y a pas de règles. Et François Mitterrand, en 88, s'est prononcé au tout dernier moment. Crise ou pas crise. C'est un autre sujet, ça. Mais je ne suis pas venu ici pour parler mais... de stratégie électorale. Oui, mais stratégie électorale. Vous avez beaucoup de vos anciens collègues au gouvernement qui soutiennent Macron, comme Elisabeth Guigou ou d'autres. Vous n'êtes pas tenté de le faire, officiellement? On verra, mais ce n'est pas le sujet, là. On verra, c'est-à-dire... Ne mélangeons pas les deux. Oui. A priori, je suis venu parler d'un livre qui comporte des réflexions sur 25 ans. Et donc, je ne suis pas dans l'immédiateté. Je ne suis pas dans la réaction à ce que Tartampion a dit la veille, vous voyez. Oui. Mais en tout cas, vous ne vous prononcez pas pour d'autres candidats, par exemple, candidats socialistes, etc., de votre famille. Non. Vous plaisantez, non. C'est-à-dire Pourquoi vous dites « je plaisante » Tout le monde comprend, c'est évident. Donc vous n'avez pas envie de soutenir Anne Hidalgo ou... Et je ne me suis pas prononcé dans les dernières élections, à aucun moment. À aucun moment. Je pense que grâce à mon expérience très longue, 19 ans au cœur du pouvoir, dont les 3 cohabitations, donc je pense que je dois, puisque je n'ai pas été sur le terrain de la politique proprement dite, je ne veux pas en plus faire des déclarations politiciennes tous les matins, et moi ce que je veux, c'est aider mon pays. Oui. Je veux que la France reste maîtresse de ses choix. Oui, mais en même temps, vous avez été tellement proche de François Mitterrand, vous avez présidé l'Institut François Mitterrand. Oui, vous reconnaissez aujourd'hui le Parti socialiste de François Mitterrand? C'est pas mon sujet. De toute façon, qui dans le Parti socialiste se réclame de François Mitterrand? Sur la question du Rwanda, on ne va pas y revenir, mais le comportement des socialistes en général a été pathétique par rapport à s'appuyer sur les autres sujets aussi. Donc c'est pas mon sujet. Oui. Moi, l'Institut Mitterrand s'intéresse, disons, à transmettre, mieux faire connaître, revenir sur l'action, la vie, l'œuvre de François Mitterrand comme personnalité et comme président. Mais ça ne concerne pas l'après 95. Oui, mais à un moment, il y a des choix à faire, Hubert Védrine. Vous voyez que les gens qui sont issus du mitterrandisme sont presque sur l'ensemble de l'éventail. Oui. Voilà. C'est pas mon sujet d'aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais c'est un sujet qui est là. Non, il n'y a pas cas, non, mais le sujet, c'est une vision du monde, Hubert Védrine. Oui. Parce que là, ce livre est absolument incroyable, parce que sur bouquin, parce que vous avez rassemblé, soit sur quoi, 15 ans, 20 ans de discours, d'interviews... 25 ans. De votre vision du monde. Il y a une vision du monde védrinesque, je ne sais pas comment on dit, il y a un article d'ailleurs qui dit ça. Védrinesque, c'est moins joli à l'oreille que védrinien. Védrinien, oui. C'est des Américains. Mais écoutez, moi j'ai accepté la proposition formidable de Jean-Luc Barré, qui dirige Bouquin, qui est maintenant une maison d'édition indépendante, et qui a suggéré qu'on rassemble les textes pour faire une sorte d'anthologie des textes. Simplement, il y avait un effort de choix, de sélection, de mise en ordre, parce qu'il y a des sujets dont j'ai dû parler sans arrêt pendant cette longue période. L'Europe, par exemple, vous voyez, mais le fil conducteur, c'est la France.
Est-ce qu'à la fin des fins, la France reste maîtresse de son destin? Bon, voilà, donc il y a ce travail-là. Et alors, il a insisté aussi sur une autre chose. Il m'a dit, mais comment en êtes-vous arrivé à une vision aussi réaliste des choses, qui n'est pas dominante, parce qu'on est un pays excité, chimérique, etc. Bon. Et donc, j'ai fait un petit texte au début pour expliquer le cheminement. Comment je suis arrivé à cette vision réaliste des événements internationaux. Qu'est-ce que il faut mettre une beaucoup d'histoire. Réaliste du monde, pour vous, Hubert Védrine? C'est hors des idéologies, hors il faut s'appuyer beaucoup sur l'histoire. Pas le devoir de mémoire, qui est une construction fabriquée, mais l'histoire, la longue durée, les rapports de force, la réalité des peuples, des identités, malgré tout le discours sur la mondialisation magmatique. Vous voyez, une vision européenne ambitieuse, mais sur la France dans l'Europe. Bon, il faut avoir cette vision, et puis je pense que ce qui a été dit sous cet angle-là est plutôt moins faux que ce qui a été raconté après le triomphe occidental. Quand l'URSS s'est effondrée, que les Occidentaux ont cru avoir gagné complètement, considéré que la Russie était rien, quoi, zéro, quantité négligeable, et que les peuples comprenaient rien, que les identités dépassaient. Il y a toute une espèce d'idéologie, on va dire, OMC, quoi, à laquelle je voyais bien les aspects enrichissants sur le plan économique, mais jamais adhéré sur le plan politique. Donc j'essaie de raconter ce cheminement. Mais je ne suis pas du tout idéologue, je ne suis pas devenu idéologue. C'est pas parce que j'essaie d'expliquer pourquoi j'ai pensé ceci et cela au fil des périodes, des décennies, que j'ai construit son idéologie. Ça reste ouvert, ça peut rebondir. Hein, c'est comme l'Europe. Moi, j'étais très, très à l'aise dans la politique très pro-européenne de Mitterrand, mais à partir de Maastricht, qui était un traité justifié, il valait mieux être quelque chose dans la monnaie unique qu'avoir un strapontin dans la zone marque. Ce qui était déjà ce qui nous pendait au nez, vu déjà le décrochage de l'économie française à l'époque. Bon, donc j'ai approuvé ça à fond. Mais le traité de Maastricht était passé avec 1 point d'écart. Donc à partir de là, je me suis dit, si par rapport à l'idée européenne, qui est formidable, on a perdu les peuples en route, c'est qu'il y a un bug. Donc il faut travailler là-dessus. Donc il y a des cheminements dans le réalisme. Oui. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas noir et blanc. Mais quelle erreur, erreur le manichéisme. Ou quel rendez-vous la France aurait manqué ces 20 dernières années? Oui et non. Enfin, je ne suis pas maso de toute façon. Hein. Ça ne sert à rien d'être la France déjà tellement repentante, géniarde et masochistes, ou alors dans des extrêmes absurdes. Non, je pense qu'une des erreurs collectives, c'est la désindustrialisation. Parce qu'il y a eu quand même 1 ou 2 générations de dirigeants, droite-gauche, ou dirigeants industriels, ou financiers, etc., et qui ont considéré qu'il fallait passer aux entreprises sans usine, jouer la mondialisation financière, dépendre complètement de la mondialisation, l'accepter en tout cas, on l'a vu dans l'affaire des masques. C'est une erreur énorme, ça. Dans le même temps, il y a 20 ou 30 ans, la part de l'industrie dans le PIB allemand et français était le même, environ 20%. Nous, on est en dessous de 10%. Les Allemands sont au même niveau. Ils n'ont pas moins profité de la mondialisation que nous. Donc il ne s'agissait pas de se recroqueviller de façon idiote. Donc ils ont joué à fond, mais nous, il s'est passé quelque chose que j'entends maintenant que aussi bien le président, mais c'est ce que disait Montebourg avant d'arrêter sa campagne, c'est ce que dit Breton à la Commission. Vous voyez, je ne suis pas du tout binaire, droite-gauche, etc. Donc il y a plein de gens qui comprennent qu'il faut, de toute façon, rebâtir une capacité compétitive française. Ça, c'est bien. Voilà une erreur collective qui peut être corrigée pas tout de suite. Il faut plusieurs années quand même. Et il y a tout un boulevard devant nous sur l'écologisation, pas au sens des écologistes politiques, un jour ou l'autre leur chantage ne marchera plus, mais je parle de l'écologisation industrielle, scientifique, rationnelle. Là, il y a plein de choses devant nous. Oui. Et voilà une erreur collective de la société française. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'au fond, les Français ont le sentiment d'être moins importants aujourd'hui, ou que la France est moins une grande puissance qu'elle ne l'a été, ou qu'elle compte moins dans le concert des nations? Est-ce qu'elle l'était en 1940 ? Elle s'est effondrée. C'est le point le plus bas de l'histoire de France, à part certains moments de la guerre de 100 ans. Bon. Donc il y a une sorte de reconstruction délirante là-dessus. La France est depuis longtemps, notamment grâce au rebond de l'après-guerre, la 4e République, puis le général de Gaulle, etc. Ils ont une puissance moyenne d'influence mondiale. Et c'est très bien d'être une puissance moyenne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance. Il n'y en a pas 200. Hein. Il y a 200 pays aux Nations Unies qui ne sont pas unis du tout, naturellement. Enfin, il y a 200 pays, à peu près. Et les puissances, il y en a, même pas les 20 du G20, une quinzaine. Donc, créer d'une puissance, alors qu'on a une taille moyenne, une population moyenne, etc., c'est considérable.
Donc on devrait abandonner la grandiloquence, c'est plus tellement notre style en ce moment. On est plutôt dans les lamentations inverses, vous voyez. On devrait abandonner les deux, se stabiliser au milieu. On a une puissance d'influence mondiale. On est encore au Conseil de sécurité grâce à Churchill, et, enfin bon, etc., etc. On a plein de handicaps, mais énormément d'atouts. Et on devrait retrouver, ça devrait être ça le but des politiques de droite et de gauche, retrouver une sorte de consensus sur la confiance en nous. C'est-à-dire qu'au fond, une politique beaucoup plus positive, contraire à... Pas positive aveugle. Oui. Hein. Je citais la désindustrialisation, on pourrait citer l'erreur, par exemple, sur le fait de vouloir sortir à tout prix du nucléaire. Ce n'est pas le cas maintenant, mais pendant longtemps. Parce que les partis de gouvernement de droite et de gauche étaient dépendants du chantage écologiste, qui était un chantage gauchiste, en fait. Bon. Donc c'était une erreur monstrueuse qui a amené, regardez ce qu'a fait l'Allemagne, qui a relancé le charbon, et qui dépend du gaz russe maintenant. Bon, donc c'est une erreur collective absurde. Donc il faut arrêter les erreurs de ce type, il faut remettre de la rationalité, de la durée, de la projection à long terme. Bon, c'est très compliqué parce que le jeu des partis qui est nécessaire, le jeu de la démocratie qui est nécessaire, le jeu des campagnes électorales, et vous cherchez les soutiens d'X ou Y, Z, bon, etc. Ça ne va pas tellement dans ce sens. Mais quand on a franchi ces étapes, je crois qu'il faut rebâtir un projet pour la France qui est un projet à la fois ambitieux et sérieux, et qui est coopératif, qui est tout ce qu'on veut. Mais on ne va pas s'en remettre à l'Europe, ni à la mondialisation, ni à l'OMC, ni au multilatéralisme, qui est juste un mode de discussion, etc. Donc il faut combiner tout ça. Bon, alors moi je dis ça, mais je n'ai pas été dans la compétition politique proprement dit, mais j'espère pouvoir être écouté, entendu, éventuellement contredit, bien sûr, hein, Oui. sur les idées. Voilà. Donc j'essaie d'apporter ma contribution, quand même, de loin, par des livres. Oui, mais c'est ça. Et alors, Vous me poussez trop loin dans des quasi-programmes, mais c'est pas mon... Oui, mais alors, c'est pas ma démarche. Hein. Dans ce livre, donc, effectivement, vous dites, au fond, la campagne même électorale, ce qu'on voit aujourd'hui, en tous les cas, ce qu'on entend, bon, il y a les partis de gauche traditionnels, mais il y a un fort courant global, on va dire souverainiste, qui, comme Zemmour, dit que la France risque de disparaître. Non, et puis en face, on a Emmanuel Macron qui peut-être va prôner une France beaucoup plus optimiste, positive. Non, le souverainisme, c'est encore un autre débat. C'est même ahurissant que les élites de centre-gauche, centre-droit aient fait de souverainisme une injure. Il n'y a aucun peuple qui veut renoncer à sa souveraineté. Ça n'existe pas. Donc il aurait fallu montrer depuis longtemps qu'il ne s'agissait pas de renoncer à la souveraineté, mais d'ajouter une dimension européenne plus forte. C'est ce que pense la cour de Karlsruhe, en Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est un sujet. Après, il y a tous les sujets identitaires. Ça, c'est encore autre chose. Je pense que si, depuis longtemps, les partis de gouvernement avaient dit « oui, l'attachement des gens à leur identité n'est pas choquant, c'est normal, à condition que je sois canalisé intelligemment et pas excité dans l'autre sens. Oui, la maîtrise des flux migratoires, c'est une demande normale. Aucun peuple en Europe n'est favorable à l'immigration de masse. Faites des référendums partout, vous verrez le résultat. Mais comme ce genre de demande était considéré comme raciste, fasciste, etc., bon, les dirigeants ont perdu tout soutien populaire là-dessus, alors qu'il y a belle lurette qu'on devrait avoir une co-gestion des flux migratoires, des pays de départ, de transit et d'arrivée, sérieusement. Et si c'était le cas, on pourrait discuter les chiffres, mais on dirait plus que c'est une passoire, même si c'est un ressenti plutôt qu'une réalité. Et je pense que les extrêmes qui se jouent de ça seraient à 5 ou 6%, vous voyez. Donc il y a aussi une défaillance qui a créé l'espace pour les candidats extrémistes sur ce sujet. Donc là aussi, c'est pas que le bien et le mal, c'est trop simplé d'être dans le manichéisme. Donc je pense qu'il faut assécher le terrain et revenir à la base. Et là, il faut, sur ce point, c'est clair. Mais c'est pas vrai que pour l'Europe. Hein. Regardez les débats en Afrique du Sud, qui se sont envahis par tous les migrants du sud de l'Afrique. Bon, partout, il faudra trouver ces modes de gestion. C'est un exemple. Hein. Oui, mais par exemple... Au lieu de nous déchirer sans fin tous les jours avec des débats dans tous les sens, fixons un objectif sur 5, 10, 15 ans. Oui, mais par exemple, le retrait des forces françaises et européennes du Mali a été, par certains, considéré comme un échec. Et pourquoi ? De Emmanuel Macron. Ben, c'est absurde. Ben, je ne comprends pas. On est venu au Mali, à l'époque de Hollande, qui était courageux, à la demande du Mali. On a fait le job, on a empêché la prise de Bamako. Il y a eu près de 60 morts, c'est infiniment triste, mais ils ne sont pas morts pour rien. Et grâce à eux, il n'y a pas eu Daesh au Mali. Maintenant, il y a une junte absurde qui veut qu'on parte. On n'a qu'à partir et qu'ils ont qu'à se débrouiller avec les Russes. Simplement, c'est à nous de demander aux autres, le Burkina, le Niger, la Mauritanie, etc., le Tchad, est-ce que vous voulez qu'on continue à vous aider à lutter contre le djihadisme ? Vous voulez qu'on continue ? Très bien.
À ce moment-là, on va le faire dans des conditions correctes, pour qu'on puisse continuer à vous aider, et les autres Européens qui veulent bien. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Ça fait des années qu'on fait de la formation, et vos armées ne sont toujours pas capables. Ça fait 10 ou 15 ans que l'Union africaine annonce une force d'interposition. On va bien vous aider, à votre demande, explicite. Mais on n'est pas là pour remplacer jusqu'à la fin des temps ce que vous n'êtes pas capable d'assurer. Donc il faut quand même, il faut le dire aimablement, il faut le dire poliment, mais c'est quand même extravagant qu'on transforme l'incapacité des gouvernements africains et de l'Union africaine et là, disons, la demi-lâcheté des Européens en un échec français. Quel le seul pays qui était disponible quand le Conseil de sécurité l'a demandé, c'était pas une foucade française, hein. Demande du Conseil de sécurité. Le président Hollande, courageusement et utilement, a dit je suis disponible. Ok, on y va. Oui. Donc revenons à ça. François Hollande a dit on aurait dû même partir avant. Très bien, parce que les conditions n'étaient pas remplies par les autres Africains. C'est pas une question franco-française. Il ne faut pas que ça devienne, sous prétexte de campagne électorale, une bataille de chiffonniers ridicule. C'est les autres pays africains, il faut leur, je répète, il faut leur dire est-ce que vous voulez qu'on reste? Bon, à ce moment-là, arrangez-vous avec votre voisin malien. C'est compliqué de rester vous aider si le Mali fait exactement l'inverse. Il fait n'importe quoi avec les milices russes, etc., etc. Mais ça ne doit pas être notre responsabilité. Il faut qu'on soit disponible. OK, on a une armée formidable, d'une immense capacité, très, très respectée par l'armée américaine qui ne respecte pas grand monde à l'extérieur. Mais il ne faut pas que le fait qu'on était utile, disponible, multilatéraliste et généreux se retourne contre nous. Ce serait un contresens absolu. C'est un peu ce qui est en train de se passer. On voit les Chinois joué. ou les Russes qui remplacent les Français en Afrique. C'est momentané, ça. Oui. De toute façon, les Guinéens comme les Maliens, ils ont toujours joué avec ça depuis leur indépendance. Ils ont très souvent été dans la main des Russes. À leur détriment. Hein. Bon. De toute façon, on ne va pas s'obstiner à rester pour faire le job à la place de gens qui ne le font pas et qui demandent qu'on parte. Alors, peut-être que je simplifie un peu, mais... Encore une fois, je sais bien ce que l'armée française et les quelques éléments européens qui sont venus peu nombreux ont fait de magnifique, mais si on arrive à continuer le job à partir des autres pays plus sérieux, qui eux-mêmes vont se retourner contre le Mali, vous voyez? Enfin voilà, ce que je préconise, mais c'est pas un traité sur l'Afrique, un livre. Oui, mais en même temps... On parle un peu. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai, le succès aussi du dictionnaire amoureux de la géopolitique, des affaires étrangères, et finalement les livres que vous lui consacrez. Il y a une demande, je crois. Oui, montre quand même quelque chose, alors que justement, vous parliez de la campagne électorale, on parle très peu des questions internationales, les campagnes électorales en général, et là, on voit... Ça vaut mieux. Oui, pourquoi? Parce que ça évite les promesses intenables. C'est-à-dire qu'en fait, vous croyez que les candidats ne savent pas trop, ne connaissent pas trop ces sujets-là? C'est les démocraties. Jamais dans les démocraties modernes, on élit quelqu'un, sauf quand il s'agit de réélection, c'est différent. Mais sinon, on ne dit pas quelqu'un parce qu'il est extrêmement compétent sur ces sujets. C'est pas le sujet. C'est beaucoup plus affectif, c'est beaucoup plus immédiat, c'est beaucoup plus dans le domaine du ressenti, les conditions de vie, etc. Bon, c'est un autre sujet. Oui, et ça dépasse la droite, la gauche, la vision internationale. D'ailleurs, sur les questions de l'identité, la maîtrise des flux, sur la question de l'Europe, enfin, plein d'autres sujets, il y a des divergences, même au sein des partis de gouvernement, de centre-droit ou de centre-gauche, a fortiori chez les autres. Donc moi, je cherche plutôt ce qui permet de nous réunir par rapport à tout ça. Et en tout cas, je le redis parce que c'est important, j'approuve tout à fait ce que vient de dire le président. Quand il a récusé le terme d'échec. Donc ça, c'est pas un échec de la France. On ne va pas engueuler le seul pays qui a... Oui, on parle du Mali, là. Je reviens au Mali, là. Oui. Voilà. Merci. Mais ce n'est pas un livre électoral. Hein. Non. C'est pas un livre où vous annoncez... Ça paraît maintenant, mais bon. On a compris que vous n'annoncez pas votre soutien à un candidat ou à un autre. En tout cas, pas maintenant, vous avez dit. Oui. Hein. Pas tout de suite. Et ce n'est pas le cadre, là. Voilà. Merci. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, était notre invité pour Une vision du monde, publié dans la collection Bouquins. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Merci d'avoir été notre invité. Merci.